Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Malgré 2 motions de censure, le gouvernement d'Elisabeth Borne n'a pas été renversé. Hier, la réforme des retraites est donc adoptée. Est-ce que la bataille est perdue pour vous? Non, pas du tout. Je pense que d'abord, il faut dire que la motion de censure transpartisane qui avait été déposée par le groupe Lyot et que nous avions co-signée a échoué seulement à 9 voix. Donc c'est passé pas loin du tout. Grâce à une partie de la droite et grâce au Rassemblement Mais national. grâce à l'ensemble des oppositions, effectivement, et une partie plus importante d'ailleurs que prévu des députés les Républicains qui ont voté cette motion de censure. Donc c'est passé pas loin du tout. Et donc je pense que c'est la démonstration que ce gouvernement est en sursis, qu'on assiste à une crise politique qui est sans doute la plus importante depuis plusieurs dizaines d'années dans ce pays. Et donc non, la bataille bien évidemment n'est pas terminée, mais puisque la censure à l'Assemblée nationale n'a pas fonctionné, il reste la censure populaire, la censure dans la rue, la censure dans la grève. Et c'est ce à quoi j'appelle ce matin, il faut continuer la mobilisation en soutenant l'ensemble des initiatives qui vont être prises dans les prochains jours et en particulier la journée de manifestation à l'appel de l'intersyndicale ce jeudi. On va en parler. Encore un mot de la motion de censure, la principale, celle qui a recueilli le plus de suffrages. Elle était défendue par le député centriste Charles de Courson. Il y a 10 ans, il était pour la retraite à 64 ans. Il y a 10 ans, il défilait de l'autre côté des barrières, des vôtres, avec la manif pour tous. Il y a un peu plus longtemps que ça, il était même pour le maintien de la peine de mort. Tout est pardonné dans ces cas-là. Non, mais ça vous aura pas échappé. D'abord, si vous avez des questions à poser sur la cohérence politique de Charles de Courson, le mieux c'est de les poser à lui. Et la cohérence des insoumis. Mais je vais vous dire les choses très franchement. Quand on vote une motion de censure en commun, ça ne veut pas dire qu'on est prêt à gouverner ensemble demain. D'ailleurs, la Constitution française est faite de telle manière par rapport à la Constitution dans d'autres pays en Europe que quand on dépose une motion de censure, on n'a pas besoin de présenter une majorité alternative. C'est une spécificité de la Constitution française. D'accord, mais sur le symbole. Donc nous avons votre ligne depuis le début du quinquennat. Votre ligne, c'était on ne vote pas avec le RN. Là, c'est ce que vous avez fait. Charles de Courson, Marc vient de rappeler toutes ces différentes positions. Oui. Vous assumez tout là maintenant. Mais moi, j'assume. Parce qu'il faut faire tomber Elisabeth Borne. Moi, j'assume le fait que quand il y a le dépôt d'une motion de censure pour empêcher la réforme des retraites d'être adoptée, oui, j'assume totalement le fait de la voter. Et si maintenant vous êtes indigné par le fait qu'il y ait différentes oppositions qui ne partagent pas grand-chose, qui votent un texte ensemble, j'imagine que quand vous recevrez sur ce plateau un porte-parole de la majorité ou de la minorité présidentielle, puisqu'ils sont minoritaires à l'Assemblée nationale, vous leur demanderez si par exemple ça les dérange que la loi qui vise à faciliter les expulsions des locataires ait été adoptée à l'Assemblée nationale avec les voix d'une partie de la minorité présidentielle et du Rassemblement national. Vous leur demanderez peut-être si ça les dérange le fait que le SMIC, l'augmentation du SMIC que nous avons proposé a été rejetée parce que la minorité présidentielle c'est vous a qui mis êtes ses notre voix en invité commun avec aujourd'hui. le Rassemblement national. Et votre ligne était claire depuis le début. Peut-être que vous leur demanderez si quand nous avons proposé le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, ça les dérangeait que ça a été rejeté parce que la minorité présidentielle a voté avec le Rassemblement national. Donc je connais ces couplets en permanence et honnêtement, ils ne m'intimident pas. Quand le gouvernement essaye de passer en force une réforme sur les retraites, je pense que notre responsabilité, c'est de voter une motion de censure et c'est ce que nous avons fait hier. Emmanuel Macron. On allait poser la même question. On a envie de poser la même. S'exprime. Allez-y, Salia, pardon. Non, mais Emmanuel Macron demain dans le 13h de TF1 et de France 2. Est-ce que vous en attendez quelque chose? Le président de la République s'exprime, je pense que c'était nécessaire dans cette période. D'ailleurs, franchement, il s'est caché, il s'est planqué depuis des semaines et ça a un caractère insupportable qui sans doute a rajouté de l'huile sur le feu parce que les gens ont ressenti ça comme une forme de mépris et je le comprends. Donc maintenant, le problème, c'est pas qu'il parle, c'est qu'est-ce qu'il va dire. Et moi, je l'invite à ne pas continuer dans ce qu'a été pour l'instant l'attitude de ce gouvernement, c'est-à-dire le déni, l'entêtement. Madame Borne, jeudi dernier, quand elle était invitée après le recours à l'article 49.3, on avait l'impression qu'il ne s'était rien passé, qu'elle continuait avec les mêmes arguments. Et il n'y a aucune raison que ce qui n'a pas convaincu les Français il y a 2 mois ou il y a 1 mois se mette à les convaincre aujourd'hui. Donc moi, je l'appelle à prendre ses responsabilités, à faire en sorte, comme d'ailleurs l'ont demandé, j'ai observé un certain nombre de députés de la minorité présidentielle hier soir, que cette réforme tout simplement ne soit pas appliquée, qu'elle ne voit pas le jour, qu'elle soit retirée. Vous voulez pas qu'elle soit promulguée? Mais il choisit la méthode qu'il veut. Mais il faut que cette réforme ne s'applique pas. Parce que vous voyez bien que cette réforme, elle n'a pas de légitimité populaire. Elle est rejetée par plus de 70% des Français, plus de 90% des actifs. Vous voyez bien que cette réforme, elle a face à elle l'ensemble des organisations syndicales de salariés. Et vous voyez bien que cette réforme, elle n'a même pas de majorité à l'Assemblée nationale pour être adoptée. Donc le pire, ce serait de s'entêter dans ce passage en force. Et donc je l'appelle à être raisonnable, tout simplement.
Vous espérez un remaniement pour redonner un peu d'air à cette crise politique? Non, mais je ne crois pas qu'un remaniement va suffire à redonner un peu d'air dans cette crise politique. Je pense que Madame Borne est carbonisée, qu'elle n'a plus aucune légitimité politique pour continuer à conduire la politique de la nation, et donc je pense qu'elle doit partir en emportant sa réforme des retraites sous le bras. Voilà, pour être extrêmement clair. Et je pense que tant que cette réforme des retraites sera sur la table, la situation dans le pays ne va faire que de continuer à se tendre, comme on l'a vu malheureusement depuis plusieurs jours. Donc moi, je ne souhaite pas, et je pense que personne n'a intérêt à ce que le pays continue à être dans une forme de bataille rangée entre des gens qui ne sont pas d'accord du tout, et que le mouvement se poursuive comme ça. Donc pour que ça s'arrête, est-ce qu'il faut envisager une dissolution? Est-ce qu'il faut envisager une dissolution? Pourquoi pas? Moi, je n'ai pas peur de la dissolution, mais ce n'est pas moi qui ai le poids, le pouvoir de pouvoir la mais décider. Vous vous préparez à ce scénario-là? Oui, bien sûr. Avec quel slogan sur les affiches? Est-ce que ce sera la répétition on verra. Bis repetita de la dernière fois avec Jean-Luc Mélenchon à Matignon, ou est-ce que ce qui vous a été reproché par une partie de vos partenaires de la NUP, ou est-ce que ce sera plus ouvert cette fois-ci? Alors je vais répondre aux deux questions. Premièrement, la dissolution. Encore une fois, c'est pas moi qui la déclenche, mais il me paraît évident de dire que quand on est dans une situation de blocage politique, la solution, c'est la démocratie. Donc, soit il retire parce qu'il entend la légitimité populaire, sociale qui s'exprime dans le pays depuis plusieurs semaines, soit il fait un référendum parce qu'à la fin on tranche, soit il fait une dissolution et donc on revient aux urnes. S'il y a une dissolution, effectivement, notre volonté, notre objectif, ça sera de proposer une majorité alternative avec un autre programme. Et avec qui? Et donc de le faire, mais d'abord sur un programme avant de parler de qui. Qui sera pas forcément le même programme que la dernière fois. Mais si, moi je souhaite que ce soit le même programme que la dernière fois. Après on peut l'enrichir, l'améliorer. Il se trouve que le point central aujourd'hui, qui est celui des retraites, fait toujours l'objet de dissensions avec les socialistes ou avec les écologistes. Je ne crois pas. On a co-signé. Écoutez, regardez, moi je crois ce que les gens signent. On a signé jeudi dernier un communiqué commun de l'ensemble des groupes de la NUPES à l'Assemblée nationale, co-signé aussi d'ailleurs par les 3 groupes de gauche de la NUPES au niveau du Sénat, qui réaffirme notre objectif, l'objectif de retourner à la retraite à 60 ans. C'est parce que disaient les socialistes. Olivier Faure sur ce plateau disait pas ça. Écoutez, vous lirez le communiqué que Olivier Faure a signé avec l'ensemble des députés et des sénateurs socialistes. Je l'ai pas inventé, il existe. Donc je pense que c'est notre objectif. Dans le cas d'une dissolution, c'est une proposition que nous porterons, revenir à la retraite à 60 ans. Et d'ailleurs, j'observe que c'est un mot d'ordre qui est à peu près dans l'ensemble des manifestations aujourd'hui contre la réforme de la retraite à 64 ans. Les gens disent non seulement 64 ans, pas question, mais en plus notre objectif c'est de revenir à l'âge de départ à la retraite à 60 ans. Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise et l'invité de France Info jusqu'à 9h. On marque une toute petite pause pour le fil info à 8h40 avec Sophie Echen. La France n'est pas une île, vous le savez, vous voyez bien qu'autour de nous, l'âge de départ à la retraite ou la durée de cotisation sont plus élevés et tendent même à augmenter encore. L'exemple le plus proche, c'est celui de l'Espagne. Là-bas, vos amis socialistes qui gouvernent viennent de décider de taxer davantage les plus hauts revenus et les employeurs pour sauver le régime. Des taxes qui vont de pair avec le report de l'âge légal à 67 ans. Du coup, c'est quoi? C'est une réforme de droite ou de gauche? Je vois qu'il y a un exemple qui vous intéresse, mais je pourrais vous en donner d'autres en Europe. C'est ce que vous venez de dire d'ailleurs dans votre question. Mais je vais vous répondre sur l'Espagne, il n'y a aucun problème. Mais votre question est inexacte. La durée de cotisation est par exemple de 40 annuités au Portugal. Elle est de 40 annuités en Grèce. Donc elle n'est pas supérieure à ce qui existe en France. L'âge de départ à l'âge légal. Attendez. Mais sur vous inquiétez pas. Les pays, oui, mais vous voulez prendre l'Espagne. Moi j'aime bien aussi le Portugal. Là, comme de l'autre, vous êtes venu avec vos réponses. Je vais vous répondre sur l'Espagne, il n'y a pas de problème. Ne vous inquiétez pas. C'est pas parce que je vous ai mis en défaut sur votre question qu'il faut. Non, on peut faire les pays les uns après les autres, mais d'abord on va tous les faire si vous voulez. L'âge de départ à la retraite pour les femmes est de 60 ans en Autriche. Je ne sais pas si vous le savez. Il est de 62 ans en Norvège ou en Suède. Je ne sais pas si ils ne sont pas gouvernés par la gauche. Pardon, excusez-moi, mais si vous prenez l'exemple autrichien, il tend à augmenter. Sur le sujet. Oui, parce que je bosse quand même un peu. L'âge légal des femmes, effectivement, il est à 60 ans aujourd'hui, mais il tend à augmenter tous les 6 mois à partir de 2024 jusqu'en 2033 pour atteindre celui des hommes à 65 ans. Il est bien à 60 ans. J'ai pas dit de bêtises. Et il augmente à 65. Mais attendez. Il augmente à 65. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous répondre sur l'Espagne, il n'y a aucun problème. Donc en Espagne, contrairement à ce que vous dites, d'ailleurs, le gouvernement de majorité socialiste ne sont pas nos amis. Ils gouvernent aussi avec vos alliés locaux. Je le sais, ça ne m'échappe pas. Mais nos partenaires, ceux avec qui nous siégeons en particulier au Parlement européen, sont nos camarades de Podemos ou d'Izquierda Unida en Espagne, qui eux ne défendent pas le report de l'âge de départ à la retraite à 67 ans et qui regardent même la bataille que nous sommes en train de mener en France avec beaucoup d'intérêt, parce qu'ils pensent que si on gagne en France et si on empêche le report de l'âge de départ
départ à la retraite à 64 ans. Ça va leur donner ensuite un point d'appui pour faire en sorte qu'on puisse aussi réduire l'âge de départ à la retraite. C'est pas forcément ce que dit par exemple le ministre espagnol de la Sécurité sociale. Pardon, qui dit le ministre de la Sécurité sociale espagnol, qui dit le système français des retraites n'est pas viable et ça fait bien longtemps que nous avions dû supprimer les régimes, qu'ils auraient dû supprimer les régimes spéciaux. C'est son avis, mais ce n'est pas le mien. Et pour le reste, quand vous comparez des pays en Europe, vous devez comparer des pays avec des mêmes structures démographiques. Chaque pays a des spécificités. Par exemple, en Allemagne, vous le savez, l'âge de départ à la retraite est plus important qu'en France, mais le taux de retraités pauvres est 2 fois plus important qu'en France. C'est pas forcément un modèle qu'on a envie de décliner ici. Donc moi, j'affirme une volonté qui est de ramener l'âge de départ à la retraite à 60 ans avec 40 annuités de cotisation. Je sais combien ça coûte. C'est pas seulement moi qui le dis, l'Institut Montaigne le dit lui-même. Ça coûte 27 milliards d'euros chaque année et on est en capacité de financer une réforme de cette nature. Par exemple, en soumettant à cotisation les dividendes qui sont versés aux actionnaires. Par exemple, en allant vers l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Ça permet de rentrer 5 milliards d'euros. Par exemple, si vous augmentez le taux d'emploi des seniors de 10 points, vous allez rentrer 9 milliards d'euros dans les caisses de retraite. Voilà comment on peut financer. Par des mesures contraignantes. Pas par un index senior, par exemple, qui va dire bon, on va juste faire des statistiques et puis à la fin, s'il y a un problème sur l'emploi des seniors, il n'y aura même pas de sanctions financières pour les entreprises. Par exemple, sur l'emploi des seniors, comment effectivement vous augmentez de 10 points effectivement, l'emploi des seniors en France est l'un des plus faibles, si on se réfère encore à la carte d'Europe de nos voisins. Comment vous l'augmentez de 10 points par des mesures contraignantes? Par exemple, avec des sanctions vis-à-vis des entreprises si elles ne font pas les efforts nécessaires pour garder les seniors dans l'emploi. Interdiction de licencier? Par exemple, pourquoi pas? À partir de quel âge? Mais attendez, Marc Fauvel, moi je vous dis une chose. Est-ce qu'on n'aurait pas d'abord dû prendre le problème par ce bout-là, plutôt que par une réforme des retraites? Est-ce qu'on n'aurait pas pu se mettre autour de la table? Et là, on aurait pu avoir un vrai débat pour dire quelles mesures on met sur la table pour faire en sorte qu'on augmente de 10 points l'emploi des seniors. Dans ce cas-là, même à horizon 2030, si l'on croit les chiffres du gouvernement qui dit qu'il pourrait y avoir un déficit de 10 à 12 milliards, il n'existerait même plus. Et à la limite, si c'était que moi qui le disais, vous pourriez dire oui, c'est l'opposition. Je vois des économistes, du cercle des économistes, qui ont soutenu Emmanuel Macron à la dernière élection présidentielle, qui disent dans cette réforme des retraites, on a pris le problème par le mauvais bout. Si on avait commencé par se poser la question de comment on maintient les seniors dans l'emploi, comment on a une politique du plein emploi qui permet de rentrer davantage de cotisations, alors on n'avait pas besoin de reporter l'âge de départ à la retraite. Voilà comment on aurait dû prendre le problème. Hier, à l'annonce des résultats, tous les députés, les résultats de la motion, tous les députés de gauche ont brandi des affiches. Rendez-vous dans la rue. Jean-Luc Mélenchon appelle à la censure populaire. Est-ce que vous trouvez que les syndicats ont tort d'attendre jeudi pour la mobilisation nationale? Non, je pense qu'en mettant la manifestation à jeudi, ils ont envoyé un message très clair, qui était quel que soit le résultat du vote sur la motion de censure, la mobilisation continue, puisqu'ils avaient prévu une date de manifestation après le vote de cette motion de censure. Donc ça, c'est leur choix, c'est leur calendrier. Moi, je l'appuie, je le soutiens. Mais vous encouragez les manifestations sauvages. Ça n'empêche pas qu'il y ait d'autres initiatives qui soient prises, parfois d'ailleurs par des organisations syndicales, mais pas forcément au niveau confédéral et au niveau national. Dans un certain nombre de départements, les blocages, les manifestations, les grèves qui ont lieu là en ce moment et qui vont avoir lieu jusqu'à jeudi, elles sont aussi parfois organisées par les structures locales des organisations syndicales. Parfois, c'est pas le cas. Parfois, c'est des organisations plus spontanées. Donc, il faut s'attendre à voir, Manuel Bompard, des élus de la France Insoumise chaque soir manifester. Oui, en plus des cortèges syndicaux. Nous manifestons et nous participons aux différentes initiatives. Et je veux dire ici, parce que j'en ai l'opportunité, que ce qui s'est passé hier soir à Paris est inacceptable. Que la répression qui a frappé les manifestations qui ont eu lieu hier soir à Paris est inacceptable. Que cette pratique maintenant des arrestations abusives, où on arrête des gens, jeudi dernier, sur la place de la Concorde, on a arrêté près de 300 personnes. Il y en a seulement 9 qui ont été poursuivis d'un point de vue judiciaire. L'ensemble des autres ont été libérés sans aucune poursuite. Et parmi les 9 qui ont été poursuivis, l'essentiel, c'est des rappels à la loi. Il n'y a pas que moi qui le dis. Le syndicat de la magistrature le dit. Le syndicat des avocats de France le dit. Moi, je mets en garde le pouvoir. Si vous croyez que vous allez réussir à faire taire les gens par la matraque et par la répression judiciaire, alors vous vous trompez et la situation va s'aggraver. Ce qui s'est passé hier soir est inacceptable. Le ministre Darmanin doit rendre des comptes. Le président de la République doit apaiser la situation et certainement pas continuer à l'envenimer. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui sont tentés justement d'envenimer la situation? Vous les avez vus aussi dans les manifestations. Non, vous décrivez hier, il y a eu des feux qui ont été déclenchés. Qu'est-ce que vous dites à ceux-là qui sont tentés de radicaliser le mouvement? D'abord, je dis que ceux qui sont tentés d'envenimer la situation, c'est ceux qui l'enveniment effectivement. Et ceux qui enveniment effectivement la situation aujourd'hui, c'est le pouvoir en place parce qu'il s'entête, parce qu'il fait dans le déni, dans le mépris et dans l'arrogance et que ça crée de la colère. Et que donc c'est pas seulement moi qui le dis. Tout. Non, je vais pas vous dire que ça justifie tout, mais c'est important de rappeler l'origine de la responsabilité de ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Même Laurent Berger,
responsable de la CFDT, avait dit, on vous a prévenu, si les manifestations les plus massives de ce pays sont légitimes depuis pour vous 50 ans, mais je vais vous répondre sur ce sujet, si les manifestations les plus puissantes dans ce pays depuis 50 ans ne donnent pas de résultats politiques, si vous coupez peu à peu tous les canaux qui permettent d'exprimer cette colère de manière calme, pacifique et démocratique, ensuite il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des gens, et moi je ne l'approuve pas, mais qu'il y ait des gens qui commencent à se dire « Ah peut-être qu'il faut utiliser une autre méthode ». Moi je ne souhaite pas ça, je souhaite qu'on gagne par des manifestations massives, larges, pacifiques, déterminées, et j'appelle à ce qu'on soit des millions de personnes dans la rue jeudi, parce que si on est des millions de personnes dans la rue, ce gouvernement qui ne tient plus qu'à un fil va craquer. Vous dites des mobilisations puissantes et que ça ait un impact sur l'économie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire la grève. Ça ne vous aura pas échappé que quand... Mettre l'économie à genoux, comme un représentant de la CGT a pu le dire il y a quelques semaines. Mais quand vous faites la grève, par définition, ça veut dire qu'il y a des secteurs qui ne fonctionnent plus, puisqu'il y a des gens qui s'arrêtent de travailler. D'ailleurs, tous ces gens dont on disait que c'était des feignants, qui servaient à rien, on se rend compte à ce moment-là que heureusement qu'ils sont là, en temps normal, parce que quand ils se mettent à plus travailler, il y a un certain nombre de problèmes pour que notre société puisse fonctionner de manière normale. Donc oui, moi j'appelle à ce qu'on fasse la grève, et donc je soutiens le mouvement de grève des éboueurs, je soutiens le mouvement de grève dans les raffineries. Le mouvement doit se voir le plus possible et avoir le plus de conséquences possibles sur l'économie. Clairement, dans un rapport de force. Encore une fois, si vous savez très bien qu'on peut appuyer sur des boutons qui font plus ou moins de mal à l'économie. Par exemple, bloquer les raffineries, ça a des conséquences plus importantes que bloquer, je vais pas... Ça ne m'a pas échappé. Mais encore une fois, si vous ne voulez pas qu'un certain nombre de salariés dans ces secteurs se disent on n'a plus que ça comme solution, alors il faut que quand il y a des manifestations les plus importantes depuis 50 ans, si on en croit les chiffres, même les chiffres de la police le disent, que ces manifestations-là, il faut qu'elles aient un effet, qu'il faut qu'elles aient un impact. Si les gens, ils ont l'impression que quoi qu'ils fassent, quel que soit le nombre qui sont dans la rue, ça ne pèse pas sur la situation, vous étonnez pas qu'il y en a qui se disent on va faire autrement. Et donc faire autrement, c'est en particulier effectivement bloquer des secteurs qui sont des secteurs stratégiques, faire en sorte que ça coûte cher à un certain nombre de grands patrons et de grandes entreprises, parce que les gens se disent si Emmanuel Macron m'écoute pas, peut-être qu'il va écouter les patrons de ces grandes entreprises. Manuel Bompard, député insoumis des Bouches-du-Rhône, invité de France Info jusqu'à 9h, 8h51. Sophie Echen pour le Fil Info. La grève contre la réforme des retraites se durcit dans les raffineries. Le gouvernement va réquisitionner des salariés au dépôt de Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône. La moitié des stations-service du département manquent d'au moins un type de carburant ce matin et plus d'un tiers sont à sec. La réforme qui a été adoptée hier soir après le rejet des 2 motions de censure. La censure à l'Assemblée nationale n'a pas fonctionné. Il reste la censure populaire, estime sur France Info le coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard. Xi Jinping poursuit sa visite d'État à Moscou aujourd'hui. Des déclarations officielles du président chinois et de son homologue russe Vladimir Poutine sont attendues aujourd'hui, notamment à propos de la guerre en Ukraine. La Chine veut s'afficher comme médiatrice dans ce conflit. Et puis Donald Trump va-t-il être arrêté et inculpé aujourd'hui à New York? L'ancien président américain l'a lui-même prédit sur les réseaux sociaux. Il est soupçonné d'avoir acheté le silence d'une actrice de film X avec laquelle il aurait eu une liaison. C'était en 2016, avant l'élection présidentielle qu'il a remportée. France Info. Le 8-30 France Info, Salia Brakia, Marc Fauvel. Manuel Bompard, vous êtes député de Marseille. Quand vous circulez en voiture à Marseille, quelle est la vignette critère sur le pare-brise ? Alors je dois avouer que je ne circule pas en voiture à Marseille. Jamais. Non, parce que j'ai la chance, je sais pas si c'est une chance, mais en tout cas, je suis élu d'une circonscription qui est vraiment le centre de Marseille, donc je me déplace à pied en transport en commun. J'ai la chance de ma pouvoir... question tombe à plat. Non, mais puisque depuis le mois de janvier, les vignettes critères 5, c'est-à-dire les voitures les plus anciennes ou les plus polluantes, sont interdites à Marseille dans le cadre des ZFE. Chaque ville, chaque métropole avance à son rythme. Est-ce que c'est une bonne chose ? Non, bien évidemment que non. Moi-même, j'ai écrit d'ailleurs un courrier à la métropole ex-Marseille, qui est responsable de la mise en œuvre de cette zone à faible émission, pour demander la suspension de cette zone à faible émission tant qu'un certain nombre de conditions ne sont pas réunies. Lesquelles ? Je suis élu d'une circonscription dans laquelle vous avez notamment un arrondissement dont on dit souvent que c'est l'arrondissement le plus pauvre de France, voire parfois, dit-on, le plus pauvre d'Europe. Cet arrondissement est inclus dans le périmètre de la zone à faible émission, le 3e arrondissement de Marseille. Cet arrondissement est inclus dans la zone à faible émission. Tout le monde sait que
les gens qui habitent dans cet arrondissement en particulier, mais c'est le cas dans d'autres secteurs bien évidemment et dans d'autres villes de France, n'ont pas les moyens pour avoir une voiture qui correspond aux critères de cette zone à faible émission. Vous êtes dans des villes dans lesquelles l'offre de transport en commun, en particulier dans cette ville de Marseille, l'offre de transport en commun ne permet pas d'être une alternative sérieuse à l'utilisation de la voiture. Vous avez des aides qui sont totalement insuffisantes pour aider à des changements de véhicules. Mais les aides des feux, Manuel Bompard, c'est pas justement la planification écologique que réclamait pendant la campagne Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire annonçons d'avance la couleur, des dates, des interdictions pour que on tienne les objectifs. Aujourd'hui, au vu par exemple de ce qu'a rappelé hier le GIEC. Mais d'abord, je voudrais quand même apporter une précision. La zone à faible émission vise à réduire les particules et pas les émissions de gaz à effet de serre. Je le dis quand même parce qu'il faut être précis sur ce sujet. Deuxièmement, la planification écologique, ce n'est certainement pas l'idée que ce sont les plus pauvres, les plus modestes, ceux qui n'ont pas d'autre solution, qui vont devoir payer le prix de la crise écologique et de la transition écologique nécessaire. Donc moi je ne suis pas hostile à ce qu'on travaille à réduire la circulation, en particulier la circulation dans les villes, mais certainement pas en disant à des gens qui n'ont pas d'autres alternatives, maintenant vous allez plus pouvoir utiliser votre voiture et puis vous allez vous débrouiller on ne sait pas comment pour aller travailler, pour aller amener vos enfants à l'école, pour aller faire vos courses. C'est totalement intenable. Et d'ailleurs, vous le savez, dans un certain nombre de villes, et c'est le cas à Marseille, vous avez des préfectures qui refusent de verbaliser pour l'instant parce qu'elles se rendent bien compte que c'est pas possible. Donc une loi qui ne peut pas être appliquée n'est pas une bonne loi. Donc nous demandons la suspension de ces zones à faible émission, qu'on remette autour de la table, qu'on regarde les alternatives possibles en termes de développement de transport en commun, en termes de soutien financier. Et en ce moment-là, on peut en discuter. Mais pour l'instant, c'est inacceptable. Donc il faut que ces zones à faible émission ne voient pas le jour. Manuel Bompard, la Cour pénale internationale a décidé d'émettre un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine pour crime de guerre. Est-ce que pour vous aussi, le président russe est un criminel de guerre? En tout cas, un certain nombre d'actes qui sont menés dans cette guerre entre la Russie et l'Ukraine s'apparentent, il me semble, de manière évidente à des crimes de guerre. Donc c'est un criminel de guerre? En tout cas, c'est comme ça qu'on peut le caractériser. Après, vous savez très bien que la Cour pénale internationale n'est pas reconnue par l'ensemble des pays dans le monde. Donc je ne suis pas sûr que ça apporte grand-chose. Je trouve plus intéressant l'initiative qui a été prise par la Chine de proposer un plan de paix. Parce que je pense que c'est quelque chose qui peut être une solution. Moi, depuis le début, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, j'ai toujours dit qu'il me semblait, et la France Insoumise l'a dit de manière collective, qu'il me semblait que la solution à ce conflit, elle devait être diplomatique. Et je trouve que les initiatives diplomatiques comme celles qui ont été prises par la Chine sont intéressantes. On peut faire confiance aux Chinois là-dessus pour arrêter la guerre? Mais pas aux Chinois tout seuls, mais ils ont pris une initiative diplomatique. J'observe que cette initiative, le président ukrainien Zelensky lui-même l'accueille positivement. Il dit c'est intéressant. La Russie pour l'instant dit on en est loin, mais l'Ukraine dit pourquoi pas, discutons-en. Il y a d'autres pays qui manifestement ont envie de donner un coup de main. La France ferait mieux d'essayer de participer d'une initiative peut-être coordonnée à l'échelle internationale pour faire en sorte d'organiser une médiation et puis qu'on puisse trouver les conditions d'une paix qui soit une paix le plus rapidement possible. Voilà, donc je trouve que on peut discuter, on peut négocier avec un homme qui est soupçonné d'avoir déporté des milliers et des milliers d'enfants, puisque c'est ce que lui reproche la Cour pénale. Mais si vous voulez arrêter la guerre, vous êtes bien obligé de discuter avec ceux qui la font. Sinon, ou gagner par les armes. Il y a effectivement des solutions. Mais vous pensez, Marc Fauvel, qu'on peut gagner par les armes contre une puissance qui dispose d'un arsenal nucléaire? Jean-Luc Mélenchon, avant la guerre, avait dit si la Russie attaque en 3 jours, c'est plié. Ça n'est pas le cas. Non, mais c'est pas aujourd'hui. J'ai pas le résultat. C'est pas la question que je vous pose. Enfin, bon, vous me direz peut-être que je suis pas là pour vous poser des questions. Non, mais alors c'est l'inverse. Mais je vais vous donner mon avis. Je pense qu'il est illusoire de considérer qu'on peut gagner d'un point de vue militaire contre une puissance qui dispose d'un arsenal nucléaire. Ça me paraît totalement illusoire de penser ça. Donc il n'y a pas d'autre solution que la paix. Après, s'il y a des crimes de guerre qui sont reconnus, et il pourra y avoir, après un plan de paix, peut-être des poursuites, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, la question n'est pas celle-là. La question, c'est comment on ramène la paix le plus rapidement possible. Et pour ça, les initiatives diplomatiques sont utiles. Avec Mélenchon, on est bon copain. C'est ce que répète Éric Zemmour sur les plateaux télé ces derniers jours en pleine promo de son livre. C'est vrai que Jean-Luc Mélenchon le conseillait pendant la campagne présidentielle. Il s'appelait, il s'écrivait via Telegram. Jean-Luc Mélenchon, il a déjà répondu à cette calomnie dimanche sur un plateau de télévision. Je vois bien que M. Zemmour est en manque d'existence. Il a disparu totalement du paysage. Plus personne ne s'intéresse à lui et qui cherche n'importe quel prétexte pour revenir au cœur de l'actualité politique. Mais il a prévenu Éric Zemmour que vous alliez nier. Nous combattons de manière extrêmement ferme les idées qui sont portées par Éric Zemmour et je pense qu'on n'a pas besoin d'en faire la démonstration. Nous l'avons démontré lors de la campagne présidentielle. Jean-Luc Mélenchon lui-même, pour avoir débattu à 2 reprises avec Éric Zemmour, je crois
crois pas qu'on puisse l'accuser d'avoir fait preuve d'aucune forme de complaisance avec lui. Donc notre opposition, elle est connue, frontale, et ceux qui essayent de brouiller le message sur ce sujet, franchement, font quelque chose qui, à mon avis, n'a pas beaucoup d'intérêt. Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise et député des Bouches-du-Rhône, était l'invité de France Info. Merci. Merci à vous, bonne journée. Bonne journée à vous.